Est-ce qu'on va enfin avoir le droit à une France offensive? Salut tout le monde, c'est TMF. Alors non, je ne suis pas en train de parler de guerre, de porte-avions ou je ne sais quel sujet d'actualité. Je parle bien de football, rassurez-vous. Et dans ce domaine, ça fait longtemps que j'attends une France offensive. Dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur les choix de composition de Didier Deschamps et je dois vous avouer que c'est une vidéo qui est peut-être un peu moins préparée qu'à l'accoutumée, mais où j'ai envie de parler avec mon cœur parce que vous le voyez à ma mine fatiguée, l'équipe de France, je l'aime, mais l'équipe de France, elle m'a autant comblé de joie qu'elle m'a frustré au quotidien. Vous connaissez cet éternel débat autour des pros et des anti-Deschamps. On va avoir les pros Didier Deschamps qui vont nous dire « Non mais vous vous rendez pas compte, Didier Deschamps, c'est finale de l'Euro, c'est Coupe du Monde 2018, c'est finale de la Coupe du Monde 2022, il y a une Nations League au milieu de tout ça, bref, en termes de résultats, c'est absolument exceptionnel. » Et vous allez avoir des gens qui vont vous défendre le fait qu'avec Didier Deschamps, on se fait chier comme des rats morts pour dire les termes de façon un peu vulgaire, mais très représentative du sentiment des gens qui évoquent ça. Et en fait, c'est limite un débat entre est-ce que tu as une culture résultatiste du football ou une culture d'esthète qui, sans partir dans un terme amélioratif, je dis pas esthète en mode ces gens-là sont supérieurs, mais plus qu'ils vont regarder le football pour le beau jeu, pour le plaisir que ça leur procure, et limite ils vont prendre plus de plaisir en regardant les matchs qu'en ayant un résultat. Mais en fait, le débat il n'est pas binaire, parce que tu peux perdre en jouant de manière dégueulasse, tu peux gagner en jouant de manière formidable, et présenter le choix comme l'un ou l'autre, ce serait un petit peu se perdre dans le débat. Et avec cette équipe de France, j'ai l'impression qu'on est souvent rentré dans ces débats, mais là, avec cette composition de Didier Deschamps qu'on a eu face au Brésil, j'ai l'impression qu'on peut se permettre de concilier les deux mondes, en fait, qu'on a la possibilité de se dire, et si on se présentait à la Coupe du Monde 2026 avec une équipe qui, petit 1, a de la gueule en termes de qualité, on peut prétendre être dans les favoris, voire le favori, suivant là où vous vous situez, et petit 2, avec une formation qui fait du jeu, avec des attaquants, avec des joueurs de ballon sur le terrain, même si il y a des nuances à apporter, là encore une fois, c'est pas parce que tu as des joueurs de ballon sur le terrain, c'est pas parce que tu as 4 attaquants par exemple que tu vas forcément jouer de manière offensive. Bref, c'est un sujet relativement vaste, c'est un sujet qui parle autant de l'équipe de France que de la philosophie qu'on apprécie ou non dans le football. C'est la dernière vidéo de la semaine, c'est un petit édito. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Donc 4 offensives pour la France face au Brésil. Je vais pas vous faire l'insulte de vous redébriefer la rencontre, vous avez probablement déjà tout vu, tout lu à ce propos, et si c'est pas le cas, je vous renvoie à la chaîne Journal TMF où la deuxième news du jour était consacrée au débrief de cette rencontre. Je vous remets tout de même la composition qui était alignée par Didier Deschamps. On a des absents pour cette compo. En défense, j'en ai parlé avec Saliba. En attaque, on n'avait pas Barcola, et c'est important parce que Barcola, mine de rien, c'est un joueur qui est apprécié par Didier Deschamps. Ça m'étonne pas vu son profil, ça m'étonne pas vu ce que Didier Deschamps a mis en place avec l'équipe de France au cours de ces dernières années. On peut dire que Barcola, c'est une sérieuse option pour les joueurs qui vont prétendre à une place de titulaire pour la Coupe du Monde 2026, mais en attendant, ici, tu as dû faire sans lui. Ce qui n'a pas poussé Didier Deschamps à bétonner en mettant, par exemple, 3 défenseurs centraux et 2 latéraux, ou plus probable 3 milieux de terrain. Non, Didier Deschamps est parti avec l'option de Michael Olise en numéro 10, qui était un électron libre avec la responsabilité de faire le jeu de l'équipe de France. Dembélé qui était tantôt aligné à droite, tantôt en deuxième pointe. En fait, tu passais du 4-2-3-1 au 4-4-2 suivant les situations. Tu avais quand même une grosse adaptation du système. Et un Hugo Ekitike sur le côté gauche, c'est pas son poste de prédilection. Désormais, Ekitike doit être considéré comme un numéro 9, mais on rappellera qu'il a évolué ici dans le passé, notamment à Reims. Oui, ça remonte, j'en conviens. Donc en fait, c'est une équipe de France qui avait la volonté de mettre en place des joueurs costauds, et ce qui me donne espoir, c'est que tu as fait ces choix relativement offensifs dans une rencontre qui compte. Alors vous allez me dire, c'était un match amical, c'était pas un match à élimination directe dans une phase finale d'une grande compétition, et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais quand je dis que c'est un match qui compte, c'est que c'est quand même un match qui a une gueule de répétition générale avant la compétition phare pour les Bleus, et c'est en plus un gros adversaire. Et moi, je suis habitué au Didier Deschamps qui te fait plaisir dans les petits matchs, mais qui va te la mettre à l'envers dans les gros matchs. Et ça, c'est le premier truc vraiment où je me dis, oh, j'ai peut-être le droit de rêver. Parce que s'il y a bien une équipe qui pouvait faire peur à Didier Deschamps en termes de contre, c'est le Brésil.
Alors le Brésil, c'est pas l'équipe la plus impressionnante qu'on rencontrera au cours de la Coupe du Monde si notre parcours se passe bien, parce que oui, il y a du talent du côté des Brésiliens, mais bon, tu regardes leur milieu de terrain, tu regardes leurs latéraux, tu regardes leur charnière centrale, c'est pas à la hauteur d'une attaque où t'as Rafinha et Vinicius Junior, ça va sans dire. Et encore, dites-vous qu'en temps normal, ils peuvent également ajouter Rodrigo à l'équation, mais voilà, tu sais que face au Brésil, tu peux vite te faire sanctionner, notamment dans des phases de transition. Mais même si tu avais un danger assez fort en face, Didier Deschamps, il s'est dit vas-y, on part avec 4 attaquants. Et ça, je trouve ça assez cool et assez prometteur. C'est dans les signaux qui m'apportent un petit peu de confiance. L'autre signal qui m'apporte un peu de confiance, c'est le fait qu'on ait quand même beaucoup de talent offensif. Ça me fait toujours rire de voir que Didier Deschamps est un entraîneur qui a la réputation d'être assez défensif, mais a raison, hein, parce que finalement, c'est comme ça qu'on a remporté la Coupe du Monde 2018, par exemple. Mais dans les listes de Didier Deschamps, t'as un nombre hallucinant d'attaquants. Et en fait, jouer à 4 attaquants, ça peut faire sens quand tu sais que, je remets la compo, là, tu pouvais faire rentrer Thuram, Akliouche, Désiré Doué, c'est quand même des solutions de banc hyper intéressantes. Il n'y avait pas Barcola, mais c'est une solution supplémentaire. On verra qui sera titulaire ou remplaçant à terme lors de la Coupe du Monde, mais en tout cas, jouer avec 4 attaquants, ça fait sens quand tu as un réservoir prolifique ici. A contrario, si tu prends le milieu de terrain, je pense que le double pivot est plutôt adapté. Et quand tu te dis j'ai envie de jouer à 4 attaquants, faut te dire aussi, ok, mais qu'est-ce que je sacrifie derrière? C'est comme quand tu veux voir Tolisso en équipe de France, faut te dire, ok, mais il prend la place de qui? J'ai quelques idées là-dessus, mais je vais pas relancer le débat, je vais pas remettre une pièce dans la machine. Et en fait, me dire que ce que je sacrifie, c'est un mec au milieu de terrain, ça me déchire pas le cœur, en fait. Parce que déjà, au milieu de terrain, on n'a peut-être pas 4 millions de noms extrêmement pertinents. Et en plus, quand on a un double pivot qui est constitué de Rabiot, Tchouaméni, je trouve que ça fait sens. Quand on a N'Golo Kanté dans un double pivot, je trouve que ça fait sens. Quand on a Koné dans un double pivot, je trouve également que ça fait sens. Je trouve qu'on a des joueurs au milieu de terrain qui, petit 1, font sens en termes de profil quand ils sont mis dans un double pivot. On sait qu'on a notamment un manque de créativité au milieu de terrain. À mon sens, on a un milieu de terrain qui est vraiment ok, qui est pas aussi honteux que ce qu'on va prétendre parfois, mais on manque de créativité et du coup, des joueurs qui s'inscrivent dans un double pivot, moi je trouve ça plutôt ok. Et en fait, il y a ce choix lors de ce match qui est positif, le réservoir de talent offensif qui est positif, la gueule de notre milieu de terrain qui est également positif dans l'optique de jouer avec 4 attaquants. Et le dernier point qui est positif à mon sens, c'est le fait que Didier Deschamps a quand même l'air de vouloir essayer des choses en ce sens depuis pas mal de temps. Chez les entraîneurs, tu sens parfois une grande direction qui est prise, parfois à les garder, parfois non, j'y reviendrai, parce que mon optimisme, je vais moi-même le relativiser un petit peu. Mais Didier Deschamps, si tu regardes vraiment là où il se dirige au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, il a été capable de mettre un latéral comme Théo Hernandez titulaire à une époque, alors qu'on le décrivait au tout début, avant qu'il trouve sa place, comme étant trop offensif pour l'équipe de France. Bon, en l'occurrence, là, c'était Lucas Hernandez, mais je vous donne un exemple de signal. Si je prends un signal qui est un peu plus parlant pour le sujet qu'on évoque aujourd'hui, Michael Olise en numéro 10, c'est pas forcément le truc le plus évident du monde en fait. Oui, c'est un joueur qui est parfaitement capable à ce poste-là. Je l'avais dit avant le match, c'est pas le match qu'on a vu hier qui va me faire changer d'avis, vous vous en doutez bien. Mais Deschamps pourrait parfaitement se dire, je prends Kylian Mbappé, je mets Barcola à gauche, je mets Olise à droite, ou alors je mets Dembélé sur un côté et pas Barcola, ce qui serait un peu plus logique vu la stature des joueurs, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais non, Didier Deschamps, il fait l'effort de mettre Michael Olise au milieu de terrain pour apporter cet électron libre, pour apporter cette créativité. Je suis le premier à dire que parfois Deschamps a ce côté un peu trop... on va bétonner, on va balancer la balle devant et on va dire à Kylian Mbappé, vas-y, fais ta magie, mais le choix d'Olise en électron libre, c'est quand même un truc qui va dans le sens du jeu. Donc voilà, je commence à avoir de l'espoir pour cette équipe de France. Paradoxalement, ça sort pas après le match le plus spectaculaire du monde, parce que face au Brésil, il y a eu des bons trucs, mais à certains moments, alors je l'ai dit à la fin du journal, je trouve que c'est une rencontre qui m'a diverti. J'avais des grandes attentes, je trouve qu'elles ont été plutôt accomplies, mais c'était pas non plus le football samba, grand spectacle, ça va hyper vite dans les deux sens, non. T'avais des moments un petit peu chiants quand même, mais ça reste le match qui me conforte dans cet espoir que je m'autorise désormais à avoir, et pourtant,
Vous l'avez vu quand je parlais de mon FC Nantes, de la possibilité de rester en Ligue 1, ma phrase clé en ce moment en tant que supporter nantais, c'est l'espoir est un poison. Hein. Faut faire attention, quand on met de l'espoir, on met la possibilité de se prendre une clim monumentale. Je me permets plus trop d'espoir pour mon FC Nantes, mais pour l'équipe de France, je me permets d'avoir l'espoir, bon, non seulement qu'on fasse un résultat, mais ça m'a jamais caché, ça m'a jamais quitté, je l'ai jamais caché, mais aussi qu'on ait un football attrayant. Alors là où je vais doucher un petit peu ce bilan très positif que je suis en train de vous dessiner, c'est le fait que Didier Deschamps, il incarne parfaitement une phrase, c'est chasser le naturel et il revient au galop. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde 2018 ? Coupe du Monde 2018, au tout début, on commence plein de bonne volonté sur les questions de faire un petit peu le jeu. Bon, t'as un résultat mitigé, derrière, emballer c'est peser, tu retournes à tes bonnes vieilles habitudes, et la possibilité qu'on en arrive à ce scénario exact pour la Coupe du Monde 2026, elle est quand même énorme. C'est une possibilité énorme. Et ça, je le sens bien. Et en plus, le dernier point, c'est pas parce que t'as 4 offensifs sur le papier que ça va forcément être un jeu absolument formidable pour l'équipe de France. Vous prenez un mec comme Dembélé, il peut jouer de plein de manières possibles pour l'équipe de France. Dembélé, il peut être autant apprécié par Didier Deschamps pour son côté mec qui sent le jeu, qui a vraiment un flair incroyable, qualité de finisseur qu'on a vu au Paris Saint-Germain, mais aussi, souvenez-vous de la campagne de Ligue des Champions du PSG l'année dernière, on disait Dembélé, premier défenseur de l'équipe, premier mec à lancer le pressing. Donc avoir un Dembélé sur le terrain, par exemple, c'est pas la garantie tout risque. Je suis curieux de voir ce que Deschamps fera avec un profil que j'ai pas cité pour le moment, et je suis désolé, je vais me fouetter pour l'avoir oublié, c'est Cherki. Parce que Cherki, en fait, c'est l'argument magie. Je suis peut-être un peu forceur, mais j'ai le droit, je l'ai oublié. Parce qu'en fait, Cherki, à contrario, je vais pas dire que c'est pas un joueur qui fait... Enfin, je vais pas dire que c'est un joueur qui fait pas les efforts, ce serait faux. Mais Cherki, c'est quand même une proposition qui ne triche pas. Si tu mets Cherki sur le terrain, ça va pas être pour lui demander d'être un offensif qui ne fait pas un match d'offensif. Si tu mets Cherki sur un terrain, tu dois accepter qu'il a une certaine liberté, tu dois accepter qu'il va tenter un peu de dribble, tu vas accepter une certaine part de risque en fait dans le jeu. Donc voir si Didier Deschamps donne un peu de sa confiance à Cherki, ça pourrait être également un excellent moyen de mesurer un petit peu ses talents offensifs ou non. Après, c'est pas parce qu'on n'a pas Cherki qu'il faudra tirer des conclusions, parce que finalement, la concurrence, elle est grande. Cherki est un joueur qui peut être parfois dur à placer, et d'ailleurs, Manchester City, meilleur choix à mon goût. Peut-être que Cherki, dans 5 ans, on dira « Non mais Cherki, quel joueur incroyable, quelle carrière fabuleuse !» Mais qu'est-ce qu'il aurait donné dans une autre équipe ? Je me dis parfois ça sur un Kevin De Bruyne. Bon, évidemment, tu mets Kevin De Bruyne dans n'importe quelle grande équipe, il est fabuleux. Je suis pas en train de vous dire que ça serait devenu un joueur lambda. Non, très loin de là. Mais je me dis quand même que Manchester City, c'était vraiment un bon choix pour sa carrière. Pour Cherki, je me dis la même chose. Et l'équipe de France, c'est pas Manchester City, malgré mon optimisme sur le fait que ça joue un petit peu mieux. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Est-ce que vous êtes optimiste ou pas ? Est-ce que vous pensez que Deschamps pourra attaquer la Coupe du Monde avec 4 offensifs et une volonté de jouer ? J'attends vos retours là-dessus. Je vous souhaite un excellent week-end footballistique. Kiffez bien, salut.